Bonjour à tous. Bonjour, chers illustres invités. Bonjour aux étudiants de l'INPHB. Bonjour aux étudiants de l'ESATIC. Bonjour aux étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny et à toutes les personnes présentes dans la salle. Bonjour également à la délégation du ministre Niamien Kounan. Je suis Douané Honora Vianney, président de la plateforme Afrogenius qui organise aujourd'hui cet événement. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous avoir au milieu de nous. Je tiens donc par ces mots, ces quelques mots, vous dire infiniment merci de votre présence et très bonne cérémonie à vous. Merci. Une fois de plus, permettez-moi de rappeler le thème. Comment trouver du financement en tant qu'inventeur, chercheur ou vulgarisateur? Donc, je dirais sans transition aucune, je vais laisser la parole au panéliste, histoire qu'il se présente et qu'il vous tienne en haleine. Il y a le micro sur la table, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer. Je suis le docteur Katia Chiminono. Je suis enseignante et chercheur, enseignante à l'Université de Yaoundé 1, plus précisément à la faculté de chimie. Et je suis chercheur en chimie des matériaux, en particulier la photocatalyse pour différentes applications comme la production d'énergie, mais également le traitement des déchets et le traitement des surfaces. Moi, je suis Alain Bomo, je suis un acteur camerounais. Donc, je suis le collègue de Katia, je suis physicien de formation et je travaille dans un projet interdisciplinaire qui est à l'intersection de la chimie et de la physique. Donc, je travaille aussi sur les surfaces pour la production des produits chimiques et de l'énergie renouvelable. Je suis en service à l'université de Duisburg-Essen, candidat à l'habilitation pour passer professeur. Et je suis aussi passeur de sciences, vulgarisateur, et c'est dans ce et c'est comme ça que je suis entré en contact avec Afrogenius et c'est pourquoi je me retrouve ici. Moi, je suis Alphonse Madak, chercheur scientifique, enseignant à l'Université de Yaoundé 1, spécialisé dans la chimie théorique, notamment quantique. Quelle est la place qu'occupent les femmes actuellement dans les sciences et technologies? Et est-ce que cette place-là est la bonne? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Et est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour améliorer la contribution des femmes aux sciences et aux technologies, en particulier en Afrique? Je dirais qu'il y a encore un très long chemin à parcourir pour que la femme soit vraiment associée à la science en Afrique. Parce qu'on ne va pas revenir sur les statistiques, parce que les statistiques aujourd'hui sont claires. Donc, on voit aujourd'hui dans les statistiques scolaires, dans les statistiques scolaires et même universitaires, l'effectif des femmes dans l'enseignement, dans les filières scientifiques, que ce soit au niveau scolaire, au niveau universitaire, on ne va pas revenir dessus. On voit que c'est un effectif qui est relativement encore très reculé par rapport aux gens masculins. Donc, et il faut dire qu'il y a un gros travail à faire pour amener la femme ou les filles en Afrique à s'intéresser à la science. Parce qu'il y a déjà ce travail qui doit partir de notre propre culture, c'est-à-dire la culture même maternelle, matrimoniale. Quel est le rôle de la femme dans les familles? Comment on la considère? Est-ce que la femme, la jeune fille dans une famille est considérée on pose le même regard sur la jeune fille dans une famille comme on pose le même regard sur le jeune garçon. C'est d'abord ça, déjà. Il faut que le regard, déjà, des parents sur les enfants, c'est-à-dire la fille et le garçon, que le regard d'abord change. Et que les parents puissent savoir que la fille ou le garçon peuvent embrasser
n'importe quelle filière d'éducation sans faire sans restriction. Sans restriction. Donc, c'est de là que ça part d'abord la base. Et aujourd'hui, on voit dans les sociétés où on a compris le rôle de la femme, surtout en Oui. Asie. Alors, Alphonse, je vais Oui. t'interrompre. Il semblerait que le ministre est arrivé, donc on va juste s'arrêter pour l'accueillir. D'accord, ok. Maintenant, voilà. Alors, Alphonse était en train de donner sa vision. C'était très important ce qu'il était en train de dire sur le rôle de la femme dans la famille. Et on sait que la famille, c'est l'unité de base de la société. Donc, autant le rôle de la femme est prépondérant, très important pour le bien-être de la famille. Pareillement, la femme, elle a sa place pour le bien-être de la société. À travers son alphabétisation, à travers l'instruction des jeunes filles, on arrive vraiment à relever le niveau d'instruction de la société à part entière. Alors, puisque Alphonse s'était brièvement exprimé sur le sujet, je vais peut-être demander aux autres panélistes si quelqu'un voudrait peut-être s'exprimer sur la question. Quel est l'état des lieux? Alors, Stéphane ne voudrait pas, peut-être Alain. Alain, qui est sociologue en même temps. J'allais conclure. D'accord, merci. J'allais Oui. conclure. Alors, pour faire la transformation de cet esprit, du regard que nous devons poser sur la jeune fille, sur la jeune femme, par rapport à son avenir professionnel, savoir que la jeune fille, la jeune femme peut réaliser toute activité, participer, postuler à tout emploi de façon égalitaire, hein, avec son vis-à-vis du genre masculin, n'est-ce pas? Et cela, il y a des pays qui ont réussi ce pas. Je vais prendre le cas de Singapour. Il y a la méthode de Singapour. Dans les années 80, quand Singapour, il faut dire que le Singapour d'aujourd'hui n'avait pas, dans les années 70, Singapour était très, très, très en arrière par rapport à la Côte d'Ivoire en termes de niveau de développement. C'est un pays où les gens déféquaient partout, dans la rue, dans la rivière, etc. C'était très sale, etc. Mais en 20 ans, 30 ans, en une génération, 25 ans, on a inversé la tendance. Singapour aujourd'hui a un PIB qui est supérieur à la Côte d'Ivoire. Et parce qu'on a transformé la femme là-bas à Singapour. La méthode Singapour, c'est le modèle de développement de Singapour s'est appuyé à 90% sur la mère. Le leader politique à l'époque, dans les années 83-84, qui était là-bas, qui était quelqu'un qui sortait des universités, un mathématicien, lui, il a décidé que toutes les femmes doivent apprendre les mathématiques. Et c'est comme ça que toutes les mamans, c'était obligatoire, ce n'était pas une méthode militaire, quoi. Ça veut dire qu'on oblige tout le monde à aller à l'école. École sous l'arbre, école n'importe où, dans les maisons, etc. Toutes les mamans devaient apprendre les mathématiques. Et parce que pour lui, il disait, les mathématiques se transmettent à l'enfant par le lait maternel. C'est comme ça la vision.
Et c'est la méthode Singapour a fait en sorte qu'aujourd'hui, à Singapour, les filles comme les garçons, sur les questions scientifiques, sont au même pied d'égalité. Et ça contribue également à relever le niveau de développement de la société, d'autant plus qu'on a des femmes qui peuvent élever les enfants d'une manière telle que, parce qu'aujourd'hui la science, c'est la science qui est l'élément fondamental du développement, parce que quand on va dire science, technologie, c'est lié. Oui, alors, Donc c'est un peu ça. Donc je voulais chuter par là, Katia. oui, justement, pour la partager place cette de la expérience. science dans le développement, c'est une question qu'on va aborder un peu plus amplement. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord donner la parole à Alain et ensuite Stéphane va également dire quelques mots sur la question. Merci beaucoup, Katia, Monsieur le ministre. Chers amis, panélistes, merci, chers universitaires. Moi, je veux faire l'état des lieux d'abord de la science, de son usage, avant d'y insérer maintenant la femme. En réalité, je vais un peu prendre une anecdote. Vous savez, dans les années où Samuel Eto'o, que vous connaissez, commençait le football, il était hors de question qu'un enfant fasse le football et qu'il en fasse une carrière. Au contraire, vous devrez être bastonné et les Roger Mila, Samuel Eto'o et ceux que vous connaissez aussi ici, et Didier Drogba, ils n'ont pas commencé avec l'agrément de leurs parents. Je prends cette anecdote pour dire qu'aujourd'hui, regardons ce que le football est devenu. Il y a quelques jours, nous avons assisté à une CAN au Cameroun où c'était la CAN féminine. Bon, c'est vrai, moi, je ne suis pas phobie de football, donc je le dis comme ça. Par là, nous pouvons comprendre déjà un problème de vulgarisation qu'il y a eu autour du football. Et ce qui a permis à ce que le football devienne comme quelqu'un dirait une panacée, quelque chose qu'on peut utiliser. L'expression me vient toujours d'un de mes professeurs qui disait toujours, on va l'utiliser comme le cube magie dans toutes les sauces. Alors, si nous voulons donc essayer de positionner maintenant la science, il faut qu'on se pose la question, quel est le niveau de participation de la science dans notre société? C'est ça qui est plus important. Et là, on pourra comprendre la place de la femme dans cette science-là, dans le développement de cette science. Si nous faisons l'état des lieux, nous allons comprendre, comme le disait Alphonse, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tant déjà d'abord par la science. Est-ce que la science sort des murs des universités? Est-ce que les découvertes scientifiques sont mises à disposition de la masse populaire? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Et s'il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, on va se dire véritablement non. Quelle est la place de nos gouvernants face à ce que nous entendons comme des découvertes scientifiques ou alors la science pure, la science fondamentale? Il y a autant de questions on peut se poser et vraiment le constat est amer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et dans le temps, nous pouvons donc comprendre quelle serait donc la place là de la femme? Honnêtement, Katia. Pas à la cuisine. On va dire que la place de la femme n'est pas à la cuisine, même s'il est question de mettre de la science un peu partout dans toutes les sauces, comme le cube magie. Je crois que, ne serait-ce que par rapport à cette question-là, il y a un consensus. On est tous d'accord pour dire que on a besoin de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, parce qu'aujourd'hui, la bataille, elle se livre sur tous les champs, y compris le champ scientifique. Alors, on va passer maintenant la parole à Stéphane, qui avait également une contribution sur cette première question comme entame à la discussion qu'on est en train d'avoir. Merci. Ce que je veux dire rapidement, c'est que je veux vous faire voyager dans le temps en arrière
en 1980 au Nigeria. C'est de là où part le problème de la science en Afrique en général et de la place de la femme dans les sciences en particulier. Je crois que c'était dans les années 79, les grands penseurs africains, avec dans le trio de tête, paix à son âme, son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny, avait pensé qu'il fallait restructurer la science africaine pour qu'elle soit au service du développement. C'est un thème qui va arriver, mais je veux parler de la femme. Je vais chuter sur la place de la femme. Alors, il y a eu une grande réunion convoquée par ces chefs d'État qui étaient au premier plan, comme le président ivoirien, à Lagos. Réunion au cours de laquelle on a fait venir des plus brillants économistes africains pour discuter du budget qu'il fallait allouer à la science pour qu'elle soit au service du développement. Et on connaît le problème. Jusqu'aujourd'hui, il avait été décidé qu'on donne au moins 1% du PIB à la recherche. Ça n'a jamais été le cas, 42 ans après. J'ai eu l'occasion de discuter en avril avec l'ancien Premier ministre sous l'ère Joseph Kabila en charge du budget. Je lui demandais pourquoi est-ce qu'on n'est jamais parvenu à dédier 1% du PIB à la recherche. Il m'avait expliqué que c'est parce qu'il y a eu plusieurs plans d'ajustement structurel qui s'en sont suivis et on n'a jamais suivi le plan. La conséquence directe du fait que ce plan n'avait pas été suivi, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. L'Afrique contribue à moins de 1% de la production mondiale en fonction des sciences. En matière de sciences, il y a 200 scientifiques par million d'habitants en Afrique contre 1500, la moyenne mondiale. Et il faut encore former 1 million de docteurs en Afrique pour pouvoir atteindre ce que les scientifiques appellent le point d'achèvement. Alors, vous voyez qu'il y a directement le fait que les femmes ne soient pas impliquées en sciences en Afrique est une conséquence directe du fait que l'Afrique ne participe pas en termes de production scientifique dans le monde. Pourquoi? Parce que la femme est majoritaire. Lorsque les femmes ne suivent pas les filières scientifiques, il est tout à fait logique que le nombre requis ne soit pas atteint, que la production scientifique ne soit pas atteinte. Et je pense que ce sont les femmes qui doivent être mises en avant, leur nombre, leur détermination, leur caractère prospectif, pour que ce que les scientifiques experts depuis des années, c'est-à-dire toucher, impacter les décideurs. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la chance d'avoir monsieur le ministre, qui j'ai entendu est un parlementaire. Ce sont les parlementaires qui font les lois. Ce dont on rêve en Afrique, c'est d'avoir sur une Assemblée nationale de 200 députés, peut-être 120 députés qui ont la carrière et la carrure de monsieur le ministre, qui peuvent porter le message de la science, afin que le plan qui a été établi en 1980 commence au moins à être respecté. Donc voilà ce que je peux dire. C'est la femme qui doit prendre les devants pour la détermination, le nombre, afin qu'on arrive à cette transition des phases-là qui est celle selon laquelle on aura des décideurs qui pourront prendre les devants et allouer plus de budget à la science. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée concernant la femme de la science, la place de la femme dans les sciences. Bon, puisque Katia est encore occupée pour le moment, on va l'attendre. Alors, merci Stéphane, je suis désolée, j'avais complètement oublié d'introduire le panéliste qui est à ma droite. Et donc, en lui présentant mes excuses, je vais essayer de réparer cet impair, mais je précise qu'il est anglophone, so he's English speaker. And it's also an occasion for me just to tell you that nowadays, you cannot do science if you don't speak English. English is the language of the science. So it's maybe also the place for us to advocate for more English contents, more English programs in your studies, in the academia. It's really important. When it comes to international publications, for example, or international meetings, everything is done in English. So I know that Côte d'Ivoire is not an Anglophone country, but I would just like to encourage you, all of us, during your training, during the time you have, do not hesitate to learn English. You can learn it at school, from high school, but at university, don't hesitate to take extra courses for English, because English is really, really important.
especially if you want to do science at the international level. So that said, I would like to hand the floor to the representative of Dr. Menza, but I think he will introduce himself better than me. Thank you. Again, this is, I'm your brother, Frank Toe. I am a student of the Honorable Minister Louis Farrakhan, who's the head of the Nation of Islam, which started in the United States of America. And the Honorable Minister Louis Farrakhan, who organized the Million Men March in 1995, this date, October 15, 1995, which is the 27th anniversary of this fabulous and miraculous march which took place in Washington, D.C. in 1995. Today is the 27th anniversary of this march. So I guess I speak a little French, okay? Un peu français. Yes, but I can do the translation okay. if you don't mind. Thank you, my sister. So I'm just going to say something about the woman in science because we have, I believe, one sister here, and she's alone, and I want to support my sister. So il voudrait dire quelques mots au sujet de la condition des femmes, et il est content d'avoir une représentante de la gente féminine en ma personne, Yes. et il nous apporte son soutien. Okay, I'm just going to speak on behalf of my teacher, the Honorable Minister Louis Farrakhan, who teaches us that woman, her base is in the home, but that is not her permanent place. Okay. Okay. La base de la femme est basée premièrement à la maison, mais ce n'est pas sa place permanente. Exactly. He teaches us that the woman is a scientist by nature. D'accord. Okay. The woman is a scientist by nature because cooking is a science. La femme est une scientifique par nature parce que la préparation des repas est essentiellement de la science. Exactly. You can heal your family through the food, or you can kill your family through the food. À travers la nourriture, vous pouvez soigner votre famille ou alors vous pouvez la tuer. Exactly. That's all. Merci énormément. Alors, sans plus tarder, on voudrait donner la parole à son Excellence le ministre avant de continuer avec le programme qui est le nôtre. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les étudiants, les scientifiques qui m'ont associé à leur festival. Et ça fait quoi? 2015 que j'ai quitté l'enseignement supérieur. Je me rends compte que les étudiants se rappellent encore de moi. Après moi, il y a eu 3 ou 4 ministres, tous plus scientifiques que moi. Je me retrouve là avec un honneur presque immérité. Et donc, merci beaucoup de m'avoir associé à votre festival. Je suis venu pour vous encourager. Quand j'ai lu un peu les différents thèmes, je ne peux dire que vous êtes dans le vrai, dans l'essentiel du vrai. Donc, vous encouragez à continuer. Je ne suis pas resté longtemps avec vous à la tête de l'enseignement supérieur, 18 mois. Peut-être mon engagement n'a pas été suffisant, alors j'ai été appelé ailleurs. Vraiment, c'est vraiment des regrets, je regrette toutes mes études. Pour vous dire que la science, et je le dis aux jeunes Africains, la science n'est pas terminée. Elle n'a même pas commencé. La science n'a même pas commencé. N'ayons pas l'impression que les autres ont fini.
et que nous, on sera reclus à un rôle de consommateur. La science n'a même pas commencé. La science du visible, on n'a pas fini. Et aujourd'hui, on découvre le monde merveilleux des quanta. On n'a même pas commencé encore les quanta. Dans un siècle, dans deux, on va aborder le monde de l'invisible, où les gens parlent déjà des particules de Dieu. Mais la science n'a pas commencé. Donc, vous avez votre rôle à jouer. Le destin de l'Afrique est entre vos mains. Le destin de l'humanité aussi est entre vos mains. Je fais juste une parenthèse sur le rôle de la femme. Il y a quel problème? On veut mêler ce thème à toutes les sauces. Qu'est-ce que cette histoire de la femme et la science? Les jeunes dames, les scientifiques qui sont là, dites-moi quels sont les obstacles qui se dressent sur votre chemin si vous avez choisi la science. Est-ce que quand vous faites un devoir de mathématiques, un examen que vous avez fait, on dit ah non, c'est pas bon. Je ne comprends pas. C'est vrai, on est tous victimes de notre société. Si aujourd'hui on vous demande la plus belle fille de Côte d'Ivoire, ah, il y a assez. Mais si on vous demande la meilleure mathématicienne de Côte d'Ivoire, la première agrégée de physique de Côte d'Ivoire, il y en a plein, hein? Inconnue. Si on dit, ah, la jeune fille qui a le plus d'argent, comment elle s'appelle? Emma. Bon, je ne sais pas, entre elle et Série Dorcas. Donc, c'est une question de génération. Bon, vous voyez, ce sont ces modèles. Donc, chère fille, c'est votre propre combat. Personne ne va venir vous sortir de ce piège qui consiste à vous faire valoir par votre physique. C'est vous-même votre combat. Sinon, il n'y a pas d'obstacle. Moi, j'ai fait l'école. On n'a jamais discriminé les jeunes filles par rapport à la science ou par rapport à la littérature. Donc, on a un problème. Ne mêlons pas, n'en rajoutons pas avec, ne polluons pas ça avec des trucs. Les filles sont libres de faire la science. Mais elles choisissent, la société leur plus de facilité à leur. C'est à elles de résister. Alors, là, je referme la parenthèse parce que pour moi, c'était vraiment une parenthèse. Je suis venu vous encourager parce que, bon, l'école, il faut réformer l'école. Hein. Il y a trop de théories. Hein. Il y a trop de théories. On a 10 ans pour apprendre à lire, à écrire, à calculer, à raisonner. 5 ans pour apprendre un métier. Et 5 autres années pour apprendre à fabriquer quelque chose. Vous rencontrez des agrégés en physique ou bien en mécanique, je ne sais pas moi, en électromécanique. Il est professeur agrégé, il n'a jamais fabriqué de moteur. Qu'est-ce qu'il enseigne? Ce qu'il a lu quelque part là. Mais il faut qu'il fabrique, il faut qu'il ait fabriqué quelque chose. L'IMPHB est là. Quand j'étais à l'enseignement supérieur, ma première visite, c'était à l'IMPHB. J'arrive là-bas, je visite l'école, et puis, l'ascenseur ne marche pas. On prend le couloir, l'électricité est en panne. Le ministre, c'est Nguessan. Ouais, il était là-bas, il était directeur général de l'université. Maintenant, il est ministre. Il me dit, monsieur le ministre, ça fait des années, l'ascenseur ne marche pas. Et il nous faut un budget pour réparer l'électricité. On continue la visite, on tombe sur une salle et je vois là les étudiants qui sont autour d'un ascenseur
d'un ascenseur en miniature. Hein. Et leur travail, là, c'est d'apprendre comment l'ascenseur marche. C'est ça. Mais l'ascenseur de l'établissement en panne, ils attendent que quelqu'un de l'extérieur vienne réparer. Chef, j'ai un problème avec ça. Fabriquer des choses. Si vous ne me croyez pas, fabriquer des choses. Vous allez à Tiekoubela, vous allez voir des gens, vous allez être étonné de voir des gens qui n'ont jamais pied à l'école, qui n'ont jamais mis pied à l'école, et fabriquent des choses. Des broyeuses de manioc, ils fabriquent. C'est pas la peine. Hein? C'est quand on a fabriqué là, après qu'on regarde, on fait la théorie même. On regarde comment ça marche. Ça là, vous pouvez fabriquer. Ça là. Qui ne peut pas fabriquer ça ici? Si on vous dit, fabriquez ça. Vous allez fabriquer. Dans très bientôt, et c'est même déjà le cas, on peut rien faire, on ne pourra rien faire sans le téléphone. Tout sera dans le téléphone. Je regardais une émission hier. En France, ils ont supprimé les tickets de métro. Tu mets ton téléphone, tu passes. Et qu'est-ce que nous, on va faire en Afrique? On va prendre le téléphone des autres. Mais quand on prend le téléphone des autres, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce que nos chefs d'État disent, où notre argent est, il va. Pourquoi on ne fabrique pas? Tu vas au Japon, jusqu'à ma dernière visite, tu as le meilleur téléphone du monde là. Ça ne marche pas sur le réseau. Ils ont pour eux, si tu ne payes pas ça, ton téléphone marche pas. Parce que, attends, hey, tout ce qu'on dit, les Américains entendent. Vous croyez que quoi? Ils vont faire ça comme ça. Fabriquer les smartphones. Hein? Il y a un concours pour ça, non? Moi-même, j'ai cherché le prix. Fabriquer des drones. Aujourd'hui, la guerre, là, c'est les drones. Fabriquer des drones, on va chasser les djihadistes d'Afrique. Fabriquer. Ça, c'est des étudiants qui font ça dans les garages, là-bas. Vous pensez que c'est l'État? Les politiciens ne changent pas le destin des peuples. Jusqu'à présent, les seuls qui ont changé le destin des peuples et de l'humanité, ce sont les scientifiques. On dit, j'aime pas les littéraires. Ce n'est pas un problème sentimental. Je veux autant de scientifiques que de littéraires. Est-ce que c'est mal parlé? Vous avez 95% de... Je veux un équilibre. C'est eux qui vont changer notre vie. Regardez le vaccin du Covid. On attend. Les gens sont à la 6e dose. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer un vaccin universel contre toutes les infections? Voilà. Des pistes. Personne n'a fait ça encore. Qu'il soit un palu, quel que soit le microbe, lui, il est là. Mais la science n'a pas commencé. L'énergie renouvelable. Est-ce que c'est dans l'air qu'on va trouver l'énergie? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans la photosynthèse des plantes? Est-ce que c'est dans le sable? Les gens réfléchissent. Hein? On est là. On attend. Mais la science n'a pas commencé. On a notre place. Et on n'est pas limité. Vous êtes dans le vrai. Organisez des concours. Choisissez un thème. Organisez des concours. On trouvera le financement. On récompensera les gens. Ne vous limitez pas. Quand les gens viennent enseigner les théories, non. Quand tu viens expliquer là, c'est que toi-même tu as fabriqué ça. Sinon, bon, ce n'est même plus la peine parce que tout ce qu'ils racontent comme cours, ça est ici.
Deux fois même, il y a des étudiants, quand le professeur commence la phrase, il termine. Ils ont déjà lu. Vous savez bien que moi, j'aurais supprimé de toute façon les amphithéâtres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on apprend dans l'amphithéâtre. C'était radical. Hein? TP, TD, ça même c'est encore, on va en fabrique. Fabriquer, j'ai dit, les gens n'ont pas mis à l'école, ils n'ont pas mis pied à l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Tékoubé. Ils fabriquent des choses. Je voulais faire du chocolat. Je suis tombé sur des forgerons. Je ne comprends pas français. Les photos sont ici. Il m'a fabriqué ça. Les photos, vous avez vu? Donc, à plus forte raison, vous, bac plus, je ne sais pas combien, en mathématiques, en physique, les forgerons qui n'ont même pas niveau CP, ils fabriquent des choses. Vous êtes assis ici. Bon, j'ai beaucoup parlé parce que vous êtes vraiment dans le vrai. Quand j'ai vu concours de ceci, concours de ceci, l'émission l'année prochaine, j'espère que vous allez nous présenter une invention. Hein? Ça me ferait bien plaisir de venir ici et puis dans la cour, on fait voler le premier drone. Hein? On prend le pari, ou bien le premier smartphone, made in Côte d'Ivoire. C'est possible. Vous ouvrez et puis vous voyez qu'est-ce qu'il y a ici. Après, vous allez faire la théorie. Ne lâchez pas l'affaire. Ne comptez pas sur nous autres là. Politiciens, la chaîne de pouvoir. Il ne va jamais faire quelque chose pour vous. Rien n'empêche l'État de Côte d'Ivoire de doter, de créer un fonds de 50 milliards pour encourager chaque année l'invention. C'est rien. Ah, d'accord. Ils ont fabriqué un robot. Oui, la robotique. Les Japonais, c'est ça, sont dans la robotique. Hein? Vous pouvez. Sérieux. Vraiment, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Hein? Soyons concrets. La théorie, c'est fini. La théorie maintenant est démocratisée. C'est libre, c'est disponible. Et surtout si tu comprends anglais, tu ne vas même pas finir de lire ce que les autres ont déjà trouvé. Venez s'asseoir ici, que quelqu'un vous répète ce qu'il a lu quelque part, ça me fatigue. Allez directement. S'il n'a rien fait, c'est que vous êtes pareil. Il n'a rien fabriqué. Professeur agrégé, comment on peut donner l'agrégation à quelqu'un en sciences? Il n'a jamais rien fabriqué. Il a agrégé, après lui, il n'y a rien. Mais il n'a jamais fabriqué. Mieux vaut prendre le forgeron qui fabrique les broyeuses de choses là, pour venir vous expliquer. Ou bien, les jeunes filles, la science, c'est un problème. Hein? Iman l'Ouest. Merci beaucoup. On est ensemble. Hein? On est ensemble. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour ces paroles qui sont vraiment édifiantes, très intéressantes, parfois blessantes pour nous les scientifiques en face, mais peut-être c'est nécessaire. Je crois qu'il est nécessaire d'avoir ce type de discussion justement entre les différents acteurs de la société sur le rôle de la science. Nous, scientifiques, nous devons entrer en discussion avec les dirigeants, avec les pouvoirs publics, pour voir ce qu'ils attendent de nous et nous aussi leur dire ce que nous attendons d'eux parce que c'est la condition pour un véritable dialogue. On va pas oublier parce qu'on a vraiment besoin de vous, mais on va trouver le moyen de vous démontrer comment c'est un partenariat gagnant-gagnant.
D'accord. Maintenant. Alors, merci encore, Monsieur le Ministre. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus. Ok, d'accord. On va juste dire au revoir à Monsieur le Ministre en le remerciant à nouveau pour sa présence et sa contribution remarquable à l'échange. Voilà. Merci encore à Monsieur le Ministre. Alors, malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et on va revenir, je m'en voudrais de ne pas repasser la parole à tous les panélistes qui ont certainement beaucoup de choses à dire par rapport à ce que nous avons entendu. Il aurait été intéressant aussi d'entendre vous qui êtes en face de nous, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez des freins à votre implication dans la science? Parce que on imagine que vous êtes tous aspirants scientifiques. Comment est-ce que vous voyez la science? Est-ce que vous voyez la science comme ce module par lequel vous devez passer pour aller vers la production d'objets qui ont une utilité, qui ont une finalité? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient plus la science comme une façon d'apprivoiser, autant pour moi, les savoirs? C'est toute la question, en fait, entre la R&D. On parle en général dans la science de la recherche et du développement. Quelle est la place de la recherche et quelle est la place du développement aujourd'hui dans la science en Afrique? Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste donner à chaque fois 2 minutes à chacun des intervenants pour dire quelque chose par rapport à tous ces éléments qui ont été échangés. Je crois que Alain voudrait prendre la parole en premier. Vas-y. Merci. Merci, Katia. Vraiment, je suis très satisfait d'entendre le ministre parler ainsi. Et j'ai été un peu heurté que le ministre, ça fait des années qu'il n'est plus dans les sectes du pouvoir. En réalité, c'est un peu ce dont l'Afrique nous souffrons aujourd'hui. La vérité, c'est, comme je le disais tantôt, j'essayais un peu de faire l'état des lieux pour que nous comprenions véritablement qu'il y a un problème. Il y a un problème d'orientation. C'est vrai, c'est une volonté politique, certes. Je vais vous raconter un peu une histoire. Pendant le Covid, je me retrouvais à l'école, parce que je suis aussi enseignant de formation. Je me retrouvais à l'école et il fallait passer les doses de Johnson & Johnson, du vaccin contre la Covid. Alors, j'ai des collègues physiciens, j'avais des collègues biologistes, chacun disait non, ils ne vont pas prendre cela. Et vous connaissez un peu ce qui s'est passé autour de ce vaccin en Afrique. Ils ont refusé. Je leur ai posé une seule question, s'il vous plaît. Qu'avez-vous, vous, découvert pour que moi, je fasse autrement? Vous êtes des scientifiques. Proposez quelque chose. Ne critiquons pas seulement. Certes, ce que le ministre dit est fondé. Pour moi, j'aime qu'on se dise des vérités. À quoi nous sert la science en Afrique? À quoi la science devrait nous servir à résoudre nos problèmes? Mais est-ce que cette science dont nous résolvons nos problèmes à travers cette science? Non. Au contraire, on les contourne. Alors, et l'état des lieux est clair. D'accord. Nous devons faire des efforts pour sortir de nos murailles-là et épouser la réalité sur le terrain. D'accord, merci Alain. C'est vraiment très intéressant. On devrait creuser davantage, mais compte tenu du temps imparti, je voudrais que ce soit Stéphane maintenant qui intervienne pour 2 minutes. Donc, pour être très court, j'aimerais dire dans la lancée de M. le ministre que la science n'est pas seulement la fabrication ou l'invention. C'est tout un processus qui commence par la production de connaissances, peut-être ce que M. le ministre appelait la théorie. Il faut des gens qui produisent la connaissance, il y a des gens qui les transforment, il y a des gens qui, du niveau expérimental, comme Katia, fabriquent des petits prototypes, il y a des gens qui industrialisent.
Et maintenant, pour que tout ce processus-là puisse être validé, il faut de la volonté politique. Il ne faut pas des décideurs qui se lèvent et qui vous disent que qu'est-ce que vous avez inventé. Vous ne pouvez rien inventer sans argent, sans financement. En Afrique, il n'y a pas d'argent pour la recherche. C'est pour ça que les scientifiques ne produisent rien. Pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions. Posez-vous des questions. Nous venons de l'Europe. Pourquoi sommes-nous productifs en Europe ou on n'est pas productifs en Afrique? Ce n'est pas parce qu'en Europe, on devient plus intelligent, quand on vient en Afrique, on devient plus faible. Il y a un problème. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tant qu'il y a l'argent, on va produire. Donc voilà mon mot de fin, quoi. Merci beaucoup. Alors, puisqu'il y a 30 secondes, je veux juste répondre à Alain qui se pose de savoir ce qu'on produit. Sous le contrôle du professeur Emadak, je peux l'inviter à Yaoundé au département de chimie inorganique. Il verra que nous produisons énormément de choses. Par exemple, nous valorisons les déchets pour faire des géopolymères, pour construire des briques de terre. On construit des fibres auto-nettoyantes sur lesquelles j'ai travaillé, par exemple. On produit des adsorbants à partir de la valorisation des déchets. Il y a énormément de projets élaborés par les enseignants, par les chercheurs, développés par les étudiants, qui donnent vraiment lieu à des solutions et à des inventions technologiques, mais qui ne peuvent pas être valorisées sans le support institutionnel. Alors maintenant, je passe la parole à Alphonse. Merci, Katia. Bon, de toute façon, vous avez dit la même chose. Hein. Bon. Il faut dire que le problème en Afrique, je prends l'Afrique dans sa globalité. Hein. Ce n'est pas seulement une question en Côte d'Ivoire, c'est pas que c'est la même chose au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Mais les pays font déjà des efforts dans ce sens. C'est la transformation, la valorisation des résultats de la science. Comment est-ce que le pas où on passe de la recherche fondamentale au marché, du laboratoire au marché, comment ça se passe? Alors, entre le laboratoire et le marché, il y a tout un processus qui nécessite l'intervention des pouvoirs publics. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens pour cela. Mais qu'à cela ne tienne, on a déjà ce qu'on appelle le secteur informel, qui fait déjà ce qu'on appelle la valorisation primaire de manière informelle. C'est ce que le ministre parlait tout à l'heure, où les gens fabriquent des choses. Effectivement, on a toujours des artisans, on a eu des ferronniers, on a des forgerons. Depuis l'Antiquité, on a les forgerons, ils fabriquent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça l'industrie, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est l'effet d'échelle. L'effet d'échelle. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire 1, 2, 3. Vous allez trouver des gens, ils font les pots de yaourt, ils fabriquent de l'eau. Vous les voyez, vous dites que bon, tu fabriques de l'eau, production peut-être 500 bouteilles par jour. Maintenant, tu dis, ah, il faut qu'on exporte parce que il faut qu'on multiplie, il faut que tu nous produises déjà 1 million de bouteilles par jour. Dès que tu dis 1 million de bouteilles par jour, ça veut dire qu'il faut changer de process, là. Et c'est là où tout se calme. C'est là où les choses se bloquent en ce moment. Maintenant, sur le plan de la recherche scientifique, biologique et biochimique pharmaceutique, il y a des fabricants de médicaments. Les gens fabriquent des médicaments. Vous allez, les praticiens, etc., les herboristes, ils sont là. Mais comment est-ce qu'on va les amener à ce qu'ils partent des grosses bouteilles là pour nous sortir les médicaments seulement pour que l'extrait, la substance active seulement. Donc ça veut dire qu'au lieu qu'on ait beaucoup d'eau, quand on déshydrate tout l'eau là et qu'on retienne seulement la substance active qui va te contenir dans juste une petite bouteille, un petit flacon, la substance active. Et c'est ça qui va aller en pharmacie. Mais là, il faut toute une unité industrielle. Il faut aussi la recherche. Il faut faire cela. Donc, je crois que nous sommes sur le chemin. Le seul déclic qu'il faut faire, c'est de mettre les moyens, de mettre l'argent. Et ça passe par une université comme l'université Houphouët-Boigny ici à Cocody. Est-ce que sur ce campus, on a un centre de start-up? Est-ce qu'on a des start-up sur le campus? Un centre dédié seulement aux étudiants où les étudiants y vont pour passer pour transformer leurs résultats de recherche en produits marchands qu'on peut mettre sur le marché. Avec tous les accompagnements qui viennent derrière. Qu'est-ce qui vient derrière? Il y a la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui vient derrière? Il y a les normes de marché, les normes de qualité,
etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et pour ça, c'est tout un processus scientifique dont peut-être Donc, monsieur le ministre... effectivement, nous sommes au début. Merci. Il y a beaucoup à faire, mais on va y arriver si on arrive à communiquer. Alors, nous voulons juste permettre au docteur Menza qui n'est pas là, qui n'est pas présent, mais grâce aux sciences et aux technologies, maintenant, on peut parler à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres. Donc, on va lui passer la parole à travers le téléphone. Okay. This is just 1 second. I'm trying to call. But it will be just for 2 minutes because we have to close the discussion. If you are okay with that, it will not be very long. Okay, thank you. Dr. Mensah. Can you hear me? Can you hear us? Yes, I can hear you. The students are waiting for you to speak. You can speak in French. Dr. Mensah parle français. Dr. Mensah, these are the students of science and technology in the University of Félix Houphouët-Boigny. Please go ahead, Dr. Mensah. Bon, bonjour. Je suis content de faire votre connaissance aujourd'hui. Comme vous connaissez, je suis un des scientifiques qui a créé la technologie que vous utilisez maintenant sur WhatsApp. Je suis un des 4 scientifiques sur le plan mondial qui a créé le fibre optique. Donc, je suis content de vous parler aujourd'hui. La première chose qu'il faut accepter, que vous êtes capable de faire tout ce que le blanc fait maintenant. Il faut dire après moi, je suis capable. Répétez, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Alors, merci beaucoup, Dr. Mensah. Malheureusement, nous avons une contrainte liée à la disponibilité de la salle que nous allons libérer dans quelques minutes. Alors, au nom de tous les étudiants et de l'association AfroGenius, nous voulons vous remercier pour votre participation à distance et nous pourrions poursuivre l'échange sur d'autres plateformes si d'aventure vous étiez d'accord. Thank you very much, Dr. Mensah. Please, just a round of applause for Dr. Mensah. All right. OK. Bon, maintenant, on va essayer de clore les débats. Une question qui revient. Vous avez entendu avec les différents enseignants, on a besoin de moyens. La réalité est que aujourd'hui, si on veut être des acteurs et non pas des consommateurs de science, on a besoin des moyens. Ça ne s'invente pas. La science, c'est pas juste le fait de reproduire ce qui a été fait ailleurs. Ça, c'est pas de la science. C'est de l'usinage, c'est de l'industrie. Tout le monde est capable de reproduire ce qu'il voit quelqu'un d'autre faire. La science, c'est d'apporter quelque chose, c'est de venir avec une innovation pour résoudre un problème. Et pour ça, on a besoin de financement. Même si les pouvoirs publics, comme on l'a vu, ne sont pas tout à fait ouverts à vous aider à faire la science, heureusement, grâce à la coopération internationale, il y a aujourd'hui des moyens d'obtenir des financements pour faire de la science, pour faire de la recherche et du développement. Il y a plusieurs agences internationales qui promeuvent la science et qui octroient aux étudiants des bourses de recherche. Nous avons une brillante étudiante ici qui a par ailleurs bénéficié du programme Erasmus. Elle pourra en parler mieux que moi. C'est un programme qui permet vraiment déjà, jeune fille, elle a eu cette opportunité, elle est allée, elle a appris quelque chose. Et nous qui sommes ici, par exemple, nous les enseignants, 2 d'entre nous, vous voyez que nous sommes aussi là grâce à la coopération internationale, grâce aux bourses dans les pays étrangers. Ici, c'est en Allemagne. Une partie de mes études, je l'ai faite en France, aux Émirats Arabes Unis. Ce sont des pays où la la recherche, autant pour moi, est valorisée. Et donc, les moyens sont mis à disposition de ceux qui veulent faire de la science.
Puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais peut-être permettre à ceux qui le veulent, des panélistes, de dire encore quelques mots sur ce volet financement de la science. Mais nous allons, à travers la plateforme AfroGenius, vous donner des adresses, vous donner des organisations et vous expliquer comment il est possible d'aller trouver du financement, que ce soit pour la formation, master, ou alors pour la recherche, doctorat et postdoctorat. OK. À la suite de mes illustres, des illustres collègues ici, je vais vous dire quelque chose de très vrai, s'il vous plaît. Nous avons fait, par exemple, une série qui, véritablement, nous l'appelons Science dans la cité. En réalité, beaucoup ont été édifiés ou alors s'édifient même par rapport à ce que c'est que les découvertes scientifiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, chers frères, regardons-nous droit dans les yeux. Sortons d'ici et prouvons au monde que nous pouvons apporter des solutions aux problèmes. Ici, c'est beaucoup plus un problème de vulgarisation. C'est pour ça que moi, en tant qu'acteur, aujourd'hui, moi, je suis venu là pour vous dire que découvrez les choses. Nous, on va faire en sorte que cela soit, comme on dit, le cube magie dans tous les foyers que nous aurons en Afrique. C'est ce que nous voulons. Parce que si nous ne faisons pas ça, la science va rester dans vos murs. Toutes vos découvertes, Katia le disait tantôt, à l'université, forcément, moi, j'y ai fréquenté, je ne savais même pas ça. Donc, il y a ce problème-là que la science est véritablement, comme on dit, comme un couperet entre ceux qui, je vais dire, qui découvrent ces théories scientifiques et même les découvertes que nous pouvons avoir physiques, et maintenant le grand public. Le grand public n'est pas au courant. Ils ne connaissent même pas de quoi il est question. Ils ne savent même pas comment ils peuvent changer le cours de leur vie à travers certaines découvertes scientifiques. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs, ou alors à l'association Making Science de Star, nous voulons absolument que la création ou alors la découverte scientifique soit à la portée de tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant que voici on a découvert. Et s'ils pratiquent même, mais forcément ils vont voir comment leur vie va se modifier du jour au lendemain. Parce qu'il est question ici de découvrir des choses qui peuvent bouger notre quotidien, qui peuvent faire en sorte que celui-ci, l'individu lambda, puisse modifier quelque chose dans son existence. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, merci. Alors, il y a une présentation de projet qui doit arriver. Donc, maintenant, on va essayer de faire vraiment court. Alphonse, 1 minute. Stéphane, 1 minute, s'il vous plaît. On fait vraiment court. Non, pour faire vraiment court, je crois qu'Alain a dit ce que je voulais dire. D'accord, merci. Donc, pour faire vraiment court, c'est un plaidoyer. C'est que les jeunes doivent beaucoup se mobiliser parce que pour monter des incubateurs, hein, vraiment, si vous avez l'approche d'incubateur, et je crois que avec l'université, vous pouvez trouver même des financements auprès des organisations bilatérales et multilatérales, que ce soit l'AFD, que ce soit l'UNESCO, etc., pour soutenir des incubateurs. C'est ce que je voulais ajouter pour faire très court. Merci beaucoup. Alors, just for 30 seconds, very short, the last word, you wanted to say something because there is a presentation that is coming right now. Okay, just want to say thank you. I'm going to try to speak in French so everybody can understand. Dr. Mensah, Thomas Mensah, s'il vous plaît, faites des recherches sur lui. Il est un inventeur noir d'origine du Ghana. Il a travaillé à la NASA. Il est actuellement en tournée dans le monde, surtout sur le continent africain, pour parler à vous, les jeunes, vous, les étudiants, pour vous inspirer à vous dédier à la science. Il faut qu'on l'invite ici. Il a un message pour vous. Le message est passé. AfroGenius va certainement inviter le Dr Mensah pour la 2e édition l'année prochaine. Alors, merci à tous pour votre attention. Je vais me tourner vers les organisateurs qui vont sans doute prendre la suite du programme avec la présentation du prototype. Merci. Merci aux panélistes pour cette illustre
prestation, pour cette vice-présentation. En attendant que l'ordinateur charge, s'il y a des questions, vous avez la parole, l'audience. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Mais Polytech, il n'y a pas de questions. Vous avez tout compris. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous. Merci, chers panélistes, pour votre présentation. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je me présente, je suis Travo Mohamed, étudiant à l'ESATIC, également développeur full stack. La question que je voulais poser est que comment, lorsque on a un projet de recherche, une idée de recherche, pardon, comment concrétiser notre idée de recherche pour avoir vraiment un prototype de notre projet? Y a-t-il une deuxième question? Une deuxième question, ça va? Ok. Je ne sais pas si un des panélistes veut répondre à la question. Déjà, pour essayer de reformuler, vous dites que vous avez une idée de recherche et vous vous posez la question de savoir comment vous pouvez organiser de l'idée jusqu'au prototype. C'est ça? D'accord. Alors, l'idée de recherche, je pars sous le contrôle des panélistes qui sont là. En général, on ne part pas directement de l'idée au prototype. Quand on a une idée de recherche, ça veut dire que vous avez une hypothèse de recherche. C'est ça? Vous avez une hypothèse. Je suis un peu embêtée parce que je me pose la question de savoir si vous voulez plutôt produire, vous avez l'idée de produire ou de reproduire quelque chose, ou alors vous avez une idée, une invention, un propos scientifique que vous essayez de démontrer. Mais si c'est la deuxième option, c'est-à-dire que vous avez une idée scientifique, il faut d'abord la poser comme hypothèse de recherche. Ensuite, vous déclinez en question de recherche. Vous devez avoir vos objectifs généraux, objectifs spécifiques, et ensuite vous écrivez le protocole ou alors la stratégie de recherche. C'est comment est-ce que vous comptez arriver à démontrer votre hypothèse de recherche. Ensuite, vous faites, et puis il y a des indicateurs qui vous permettent de valider, de vérifier, de démontrer que votre idée de recherche était exacte. Maintenant, si c'est la question de savoir comment on passe de l'idée de réaliser quelque chose, là, ce sera reproduire quelque chose, à l'implémentation et donc à la réalisation du prototype, c'est complètement autre chose. Et je vais me tourner vers les panélistes, notamment, je crois, Alphonse, qui s'y connaît un peu mieux en matière de création d'entreprise. Alors, il m'a dévisagé, ce n'est peut-être pas le cas, mais je lui passe quand même le micro. Donc, si vous avez une idée, pour valoriser, peut-être vous avez une idée, vous avez une invention que vous voulez déjà mettre sur le marché, vous avez quelque chose, parce que si c'est pour aller sur le marché, ça veut dire qu'on entre dans un processus maintenant de création d'entreprise. Et le processus de création d'entreprise, généralement, comme vous allez faire comme Bill Gates et autres, on commence toujours dans un garage, ça veut dire que vous ne pouvez pas directement comme ça aller avec votre idée et les produits que vous allez sortir de ce garage-là pour pouvoir aller sur le marché. Vous allez d'abord faire des tests, n'est-ce pas? Vous allez d'abord vérifier, faire des tests pour vérifier si votre production ou votre les effets de votre produit, si votre produit est effectivement actif, si ça donne les effets escomptés ou si c'est valorisable. Et à partir de ce test-là, je peux prendre un exemple, hein, je fais une caricature, ça veut dire qu'on a des étudiants qui sont en chimie des matériaux, ils ont un agile, ils travaillent sur l'agile, ils voient que bon, l'agile sur lequel je travaille, je peux utiliser ça comme masque de visage, par exemple. Bon, alors là, il va peut-être prendre l'agile, il va demander à des amis, des dames qui sont là, que bon, essayez d'appliquer ça et vous me dites ce que ça fait, etc. On a regardé, on a analysé, ce n'est pas acide, ce n'est pas, mais on veut savoir si ça peut absorber du gras sur le visage. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Peut-être elles vont le mettre, après demain vous dit que nous, ça absorbe du gras parce que
j'avais le visage qui était toujours en gras, ça a diminué, etc. Donc, ça veut dire que l'agile, votre idée, elle est bonne. Comme votre idée, elle est bonne, maintenant, il faut que cet agile-là, j'essaie de mettre ça sur le marché. Et là, vous allez commencer peut-être dans le garage à aller d'abord dans les salons, les boutiques des dames qui font les salons de beauté, hein, des petites boutiques de beauté. Vous allez proposer ça en artisanat d'abord, dans un premier temps, à des prix peut-être pour faire des tests. Après, vous vendez à des prix symboliques. Et après ça, quand vous sentez que la mayonnaise prend déjà, c'est en ce moment que vous commencez à mettre en place le processus pour formaliser maintenant votre business. C'est en ce moment que vous allez faire un business plan parce que vous avez collecté les données auprès de cette dame, hein, les quantités, etc. Vous faites des business plans. Vous allez maintenant mettre en place allez voir les structures de l'État qui accompagnent les jeunes dans la création des entreprises. Ça veut dire les centres de formalité des entreprises, je pense que ça existe partout, qui vont vous accompagner. Et avec la petite économie que vous aurez fait en faisant votre petit commerce informel avec cette dame-là, parce que et c'est comme ça que vous allez structurer et mettre en place une entreprise. Et quand l'entreprise est créée, vous allez rentrer dans un processus. Si votre poudre, vous pouvez lui donner un nom. Vous n'avez pas encore trouvé un nom, marketing. Ça, c'est l'aspect marketing là. Vous donnez un nom. Et maintenant, si vous ne voulez pas que les gens reproduisent cela, vous devez protéger à loi API. Vous avez la propriété intellectuelle, protéger le nom, vous avez, c'est votre label. Et maintenant, vous rentrez dans un système formel. Ça veut dire que vous installez l'entreprise, vous entrez en production. Et en ce moment, vous avez votre business plan. Avec votre business plan, vous partez vers les banquiers. Il y a des banques, les petites et moyennes entreprises, hein, ils ont souvent des microfinances qui peuvent vous donner des prêts, qui peuvent vous faire des prêts pour que vous essayiez de passer, d'accroître votre production, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça, le processus globalement, hein, dans 80% des affaires, des PME qui sont créées en Afrique. C'est comme ça que ça se procède généralement, hein, et même ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à mettre en place une affaire qui marche. On a une question ici. Alors, moi, ma question, c'est plutôt au niveau des projets. Parfois, on se rend compte que lorsqu'on a une idée, qu'on présente à une personne qui est susceptible de nous fournir un investissement, on se rend compte que le projet, il est volé. Du coup, comment lutter contre ça? Alors, le problème, justement, l'idée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas emprisonner. Une idée, par essence, c'est déjà une valeur intellectuelle. Donc, premièrement, vos idées, vous ne les présentez pas à n'importe qui. Quand vous avez des idées, vous ne pouvez pas le dire au premier venu. Surtout quand vous n'avez pas suffisamment évolué dans la réalisation de votre projet. Et quand vous avez suffisamment évolué dans la réalisation de votre projet, tournez-vous vers des organismes agréés pour la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que vous pouvez déposer votre idée au niveau, si vous êtes sûr de votre coût. Le problème, c'est que, évidemment, ça a des coûts. Ça coûte, il y a un dossier à monter, il y a un certain nombre d'évidences à mettre dans votre dossier. Donc, si vous êtes sûr de vous, faites la démarche et vous allez vers les organisations pour la propriété intellectuelle. Mais déjà, vous ne pouvez pas parler de votre projet au premier venu. Parce que malheureusement, une fois qu'il l'a volé, vous n'avez pas de preuve que c'est vous qui aviez l'idée originale, donc vous ne pouvez rien réclamer. Alors, bon, ça, je crois que vous avez raison, mais je veux dire le nom d'un concours qui était organisé où il y avait des élèves qui devaient présenter des projets. On nous avait dit qu'à la fin de la présentation, les meilleurs auraient un financement. Et on se rend compte qu'à la fin du projet, à la fin de la présentation, il y a eu des idées qui ont été volées par les personnes présentes comme membres du jury qui étaient censés financer des projets. Du coup, là, on se dit que ce sont des personnes qui sont fiables. Et en poursuivant notre projet, après, on se rend compte que le projet, il est volé. Ce sont des autorités, on ne peut pas les poursuivre en justice. Surtout quand on est en Afrique, ça ne va pas arriver quelque part. Donc là, qu'est-ce que nous on fait, nous les jeunes? Alors là, vous avez par exemple Stéphane qui est là pour la communication des sciences. Effectivement, quand vous êtes dans une situation d'injustice, ça c'est le cas pour la recherche, mais c'est le cas par rapport à beaucoup d'autres choses dans notre société. Il y a des personnes qui sont spoliées, il y a des personnes à qui on prend leurs droits. Alors la voie normale, c'est la voie de la justice, avec des preuves.
Parce que quand vous participez à de tels concours, il y a des traces. Vous pouvez démontrer que c'est votre projet et que la personne qui faisait partie du jury vous a spolié. Normalement, devant la justice, vous serez, on va vous rendre justice en fait. Vous serez rétabli dans vos droits devant la justice. Maintenant, compte tenu de nos pays, on sait que la justice n'est pas toujours là. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de parler. Il faut communiquer, il faut faire savoir avec des évidences. Aujourd'hui, nos sociaux sont des outils assez puissants et ça traverse les frontières. Même si à l'intérieur des frontières, on va banaliser, on va pas vous considérer, votre voix sera entendue à l'international. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance, on peut pas s'appuyer sur nos pouvoirs publics comme tout le monde peut l'avoir constaté, mais on peut se tourner vers les instances internationales et la communauté internationale, les organisations de la société civile sont très sensibles à ces questions de propriété intellectuelle et de spoliation. Donc, faites entendre vos voix. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent faire connaître l'information. Vous avez Stéphane Coué qui a une chaîne de télé qui parle de sujets à l'intérieur du pays, on n'en parle pas. Mais lui, quand il en parle, ça a un rayonnement international et ça a une vraie portée, ça a un impact. Donc ça, c'est une voie de recours, par exemple. Et puis, faites aussi attention aux concours auxquels vous participez. C'est très important. Merci, merci beaucoup pour l'intervention. Quand vous participez à un concours où vous devez présenter vos projets, vous demandez le règlement du concours. Dans le règlement du concours, il doit toujours avoir une clause qui concerne la propriété intellectuelle. Si à l'issue de ce concours, votre idée se retrouve dans la rue, les organisateurs de concours sont ceux que vous allez poursuivre. Ça existe partout, et même en Europe. Voler les idées. Il y a des sociétés comme Microsoft, Google, qui ont été traînées en justice et les gens ont eu raison à la fin. Et pour terminer, même dans le cinéma, ça existe. Tu viens avec des idées de scénarios et des grandes boîtes. Je ne veux pas commencer. Ça commence par CA, qui sont partout présents ici, qui volent des idées comme l'idée d'un Sénégalais qui a été volé par la chaîne dont je parle, le grand distributeur, et qui les a traînés, qui s'est fait beaucoup d'argent. Donc, regardez toujours le contrat, le copyright, c'est une question qui existe partout, quoi. Alors, on va regarder le prototype parce qu'a priori, on doit déjà libérer la salle. Donc, vous avez le floor. On espère que ce projet... Est-ce qu'on doit libérer cette place? Non, ça va. On doit partir? Ça va, On reste là, d'accord. On espère que ce projet ne sera pas volé. D'accord. Déjà, bonjour à vous. Bonjour, chers panélistes. Je suis Blé Atana Jean de Dieu, étudiant en année de Master 2 à l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Voilà. Au sein de l'ESATIC, nous travaillons sur des projets portant sur l'innovation, principalement la 4e révolution industrielle. Et là, à l'ESATIC des étudiants, typiquement étudiants, on travaille sur des projets d'entreprise. Nous pouvons citer un projet sur lequel on a travaillé, le projet de Move Africa, qui consistait à mettre en place un prototype fonctionnel de ville intelligente. Dans ce projet, nous avons mis en place carrément une ville intelligente avec des maisons connectées, des feux tricolores intelligents, de nouveaux types de feux tricolores dont je vais taire le nom pour des propriétés intellectuelles, voilà. Et aussi, voilà, un robot, surtout un robot, je viendrai dessus tout à l'heure. Et ces dernières années, nous sommes lancés dans la 4IR, 4e révolution industrielle, et nous avons monté un projet d'agriculture qui a remporté tout dernièrement le prix d'excellence Alassane Ouattara 2022. Le projet d'agriculture consistait à, n'est-ce pas, pallier au problème du changement climatique en donnant une prévision pour pouvoir améliorer l'agriculture en Côte d'Ivoire, un prototype assez fonctionnel. Nous nous sommes aussi tournés vers la robotique. Nous avons mis en place un robot mobile à roues qui est présentement à l'ENA au siège d'Orange, voilà, pour d'autres expositions. Et là, c'était la phase de préparation du grand robot. Le robot, je ne sais pas si vous l'avez vu,
mais c'est le robot qui a remporté tout dernièrement l'hackathon 5G Challenge d'Orange. Nous avons été encore lauréats du 5G Challenge, le premier hackathon organisé par Orange ici en Côte d'Ivoire. Lors de l'avènement de la COVID-19, nous avons travaillé aussi sur un projet qui est celui qu'on a pu présenter aujourd'hui. Il s'agit d'un système basé sur l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter le port de masque, le port de cache-nez, avant d'avoir accès à un local. Aussi un système de détection de la distanciation sociale et ajouter un capteur de température afin de pouvoir détecter rapidement la température de la personne. Donc, ce système qui est là, il a été présenté lors du CITIC, 6e édition du Salon de l'innovation à l'Hôtel d'Ivoire. Je veux dire qu'à ISATIC, surtout les étudiants, lorsqu'ils travaillent sur des projets, je veux dire qu'ils font faire un peu le tour des villes, le tour des compétitions, des hackathons, et nous remportons des prix, des lauréats. Donc déjà ici, nous avons un prototype. Déjà, le logiciel est installé, a été codé pour les codeurs en Python. C'est un modèle simple d'intelligence artificielle en Python. Nous avons utilisé des datasets, 10 000 et quelques images, ainsi de suite. Et là, on a cette caméra qui va servir de quoi? De pouvoir détecter la personne. Il va détecter la personne qui est en face et faire des calculs mathématiques derrière. Faire des calculs mathématiques derrière, ainsi de suite. Et dire si la personne a porté un masque ou pas, avant, n'est-ce pas, d'ouvrir la porte et lui donner accès dans la salle. Donc, je vais augmenter le volume. Elle, on ne lui dit pas de cache-nez porté. Pourquoi? Qui veut dire pourquoi? C'est pas un cache-nez assez conventionnel. Donc c'est... Donc déjà, avec moi, il n'y a pas de réponse, mais avec mon frère qui est là, ce système-là qu'on a juste mis en place, il est carrément fonctionnel. Il est devant les salles, dans les locaux de notre cellule d'innovation, la CID. Lorsque tu veux entrer, qu'il n'y a pas de cache-nez, la porte ne s'ouvre pas, ainsi de suite. Donc, c'était là un peu présenté brièvement, une petite démonstration de ce qu'on a fait. Merci infiniment à vous. Merci aux étudiants de l'ESATIC pour ce projet. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on espère qu'il ne sera pas volé. Donc, les gars, protégez le projet, Donc, notre cérémonie tire à sa fin. Nous devons bientôt libérer la salle. On va demander aux officiels, aux panélistes de bien vouloir se lever. On va les acclamer. On va leur dire merci. Merci beaucoup à vous pour la présentation. Vous pouvez les voir de côté si vous avez encore d'autres questions. Nous allons appeler le président pour les mots de fin. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci pour votre présence. Désolé pour tous les désagréments qui ont pu intervenir au cours de la séance. Et nous vous souhaitons
une bonne suite de soirée. Voilà. Alors, je vous ai entendu parler tout à l'heure, et moi, la première question qui me vient tout de suite en tête, c'est de savoir, dans un monde en perpétuelle mutation, est-ce que vous ne croyez pas que l'Afrique est en retard, vu l'évolution, j'ai envie de dire, vertigineuse de la science et de la technologie en Occident? Oui, effectivement, on peut considérer, si on voit la représentation des chercheurs en Afrique par rapport à la représentation mondiale, nous sommes en retard parce qu'il y a un peu moins d'1% de chercheurs dans le monde entier qui sont africains. Mais maintenant, si on va regarder dans les différentes académies, il y a énormément de jeunes chercheurs d'origine africaine qui sont représentés dans ces académies-là. Et à cet égard, le retard est un peu moins important qu'on le pense, mais c'est l'occasion d'adresser une des causes de ce retard, qui est l'absence de support institutionnel. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement en retard, mais les jeunes chercheurs, les Africains, ont besoin du support institutionnel, du support des pouvoirs publics. Ils ont besoin qu'on leur donne les moyens de faire de la recherche, parce que tant qu'on n'investit pas de l'argent dans la recherche, le retard va se creuser. Le retard sera important et il va continuer à se creuser. D'accord, donc on sent que vous croyez vraiment ces jeunes qui ont envie de faire croître, j'ai envie de dire, le monde scientifique en Afrique. Il y a de moins en moins de femmes africaines qui s'investissent dans la science, dans la technologie. Est-ce qu'il ne serait pas important de créer des plateformes uniquement féminines pour vulgariser la science, la technologie? Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a quelques freins qui sont d'ordre sociétaux, quelques freins à la représentation massive des femmes dans la recherche. La création de plateformes dédiées aux femmes est importante, mais je crois qu'on ne doit pas se limiter à ça, parce que les questions de genre sont également liées à l'absence de coopération. Il est important que les femmes soient soutenues par les hommes. Donc, le fait qu'il y ait des plateformes qui promeuvent les femmes davantage, c'est une bonne chose, mais on doit également trouver une place aux femmes dans des assemblées unisexes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes sont cantonnées à certains domaines de recherche ou alors à certaines associations scientifiques, alors qu'elles sont aussi capables que les hommes. Donc, il est important d'avoir ces plateformes-là pour encourager les femmes, évidemment, mais il est aussi très important de leur donner une place dans les sphères de décision, y compris dans les académies. Merci, Madame Katia, et on espère que je n'ai pas abusé de votre temps. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, j'ai mangé la tiki hier. Ah, d'accord. Bienvenue, d'accord, en Côte d'Ivoire. Et moi, la première question que j'ai envie de tout de suite vous poser, je sais que vous êtes acteur. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter dans l'atmosphère scientifique en tant qu'acteur? En tant qu'acteur, puisque moi-même je suis déjà à la base scientifique, nous avons pensé avec l'association MS2, Making Science the Star, c'est-à-dire faire de la science la star. C'est-à-dire quoi? C'est que nous, acteurs, moi je vais me retirer de côté pour que la science soit la star. Au sein de cette association, donc, nous sommes en train de parcourir l'Afrique, parcourir le monde, pour essayer de mettre à disposition les découvertes scientifiques à la masse populaire. En fait, nous ne voulons plus que la science reste seulement dans les amphithéâtres ou alors les laboratoires. Non. On veut que la science se déplace pour aller trouver le quotidien de chaque peuple, surtout les peuples noirs, qui doivent essentiellement compter sur la science pour essayer de nous développer. Parce que, quel que soit ce qu'on le dit, hein, le développement d'une société passe d'abord par les découvertes scientifiques, c'est-à-dire ce déclic-là qu'on veut résoudre des problèmes. Et on utilise donc la science pour résoudre ces problèmes. C'est pour ça que moi, en tant qu'acteur de cinéma, forcément, je vais toujours porter et donner ma voix pour que cela soit fait. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas peur de voir leur projet peut-être volé par manque de financement, que la science reste plus théorique que pratique en Afrique? Je vais un peu peut-être vous choquer parce que moi, véritablement, la piraterie, je pense que nous pouvons prendre la piraterie de court. Imaginez un peu que
les réseaux sociaux sont là pour nous aider par rapport à tout ça. Imaginez une seule seconde que vous êtes la première personne à publier une découverte que vous avez faite. Et vous mettez cette découverte à disposition de tout le monde sur Internet. Je vous assure que la personne qui reprendra l'idée, forcément, quand vous allez par exemple aller comparaître, vous allez vous rendre compte que on va d'abord choisir, parce que tout est daté sur Internet, on va choisir d'abord la première personne qui a mis cela et ça sera son idée. Et sur cette base déjà, vous pouvez déjà faire en sorte que non seulement ce que la personne a pris pour essayer de vous prendre de coup, en réalité, il va rendre populaire votre travail. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut prendre la piraterie à notre compte. Travailler avec la piraterie, mais un moment ou un autre, je vous assure que c'est vous qui serez récompensé après que la gloire de la piraterie vous serez revenu à la fin. Merci, monsieur Alain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et bon séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour ce qui concerne nos interviews avec nos panélistes du jour. On va maintenant interviewer, pourquoi pas, des participants, des personnes qui ont assisté et qui ont pris part à ces panels et à ces conférences. C'est M. Boali Jean-Marc. M. Boali Jean-Marc, qu'est-ce que vous retenez de cette première édition d'Afrogenius? Ce que je peux dire, c'est vraiment osé. Pour une première édition, j'ai vu une belle ambiance, une bonne participation. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais j'ai été vraiment ébloui par la dimension de l'événement. En tout cas, félicitations déjà à Afrogenius. Et qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine édition? Pour la prochaine édition, je demande plus de participation. Là, je n'ai pas senti assez d'écoles représentées. On parle de domaine scientifique. Il faudrait qu'on puisse voir des jeunes de l'ESATIC, des jeunes de l'INPHP, des jeunes universitaires aussi, assez de femmes aussi, et puis assez de projets, de présentation de projets, puisque c'est l'objectif de l'Afrogenius Science, c'est de monter des projets, c'est de monter les innovations qui sont faites par des Africains, par des jeunes Africains. Donc, pour les prochaines éditions, je demande assez de projets, assez de présentations de projets. Monsieur Boali, est-ce que, selon ce que j'entends de vous, la science ne concerne-t-elle pas les non-scientifiques? On veut vraiment donner une grande dimension à la chose. C'est d'abord d'associer le volet académique et puis peut-être après, maintenant, se tourner vers ceux qui ne sont pas vraiment dans le truc. C'est comme ça que je vois. Merci d'avoir participé aussi, d'avoir répondu à mes questions. Et belle journée à vous.